Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Jacques Diop, donc en direct du Sénégal. Monsieur Diop, vous êtes avec nous? Oui, je suis bien avec vous. Voilà, donc écoutez, pardon, on va prendre un certain nombre de questions. Alors, il y a pas mal de questions du public. Moi, je voulais vous demander quand même, le sida fait-il partie quand même d'un... Ça, c'est quelque chose qui a été souvent évoqué, une maladie qui a été créée par l'homme. Ou alors, parce que ça, c'est quelque chose sur laquelle, bon, il y a pas mal de documentaires qui circulent sur Internet. On se pose la question, quelle est la nature et l'origine de cette maladie? Est-ce qu'elle est plutôt naturelle, enfin, on va dire, voilà, ou alors, est-ce que il y aurait une création derrière? Est-ce que vous avez des informations? Bon, c'est vrai que très souvent, on entend cette thèse. Oui. Et face à cette thèse, on a souvent une certaine réponse qui parle de la théorie du complot. Oui. Mais je pense que c'est trop facile. Moi aussi. Et d'aucuns disaient que la théorie du complot, c'est l'argument habituel de ceux qui n'ont pas d'argument face à des faits qui dérangent. Et les faits sont là. On a une maladie qui existe, qui tue. Ceux qui disent que le sida n'existe pas, bon, je veux dire, c'est leur thèse. Mais personnellement, de 2001 à 2015, je peux vous dire que le sida existe bien. Maintenant, à savoir que certaines font leur thèse sur les origines, sur réellement est-ce que le virus existe, qu'est-ce qui cause. C'est des problèmes techniques qui appartiennent aux techniciens. Ce qui est à l'origine, que ça s'appelle VIH, que ça s'appelle XY, que ça s'appelle AV, qu'on que veuille, il y a quelque chose qui est dans l'organisme et cette quelque chose cause la mort humaine. Maintenant, comment cette maladie est venue? Je pense, ma thèse, qui est une thèse ou bien si je peux donner, répondre à votre question, Ouais. L'être humain en général a en son sein des maladies latentes, c'est-à-dire que nous vivons dans un environnement quand même plus ou moins pollué. Donc il y a des maladies latentes. Et dans certaines zones géographiques, dans certains pays où les situations de pauvreté, d'inanition, de guerre, qui favorisent la multiplication qui le réveille plus ou moins de ces virus en général, fait que certaines maladies sortent plus facilement dans certaines zones plutôt que d'autres, où quand même le bien-être, la santé, le soin, l'environnement est plus ou moins maîtrisé. Cependant, ce qu'on note sur le sida, je ne pense pas que ça a été créé dans un laboratoire comme ça et qu'on a jeté sur des cibles, parce qu'il y a une histoire, il y a eu des premiers cas qui sont venus de quelque part. On ne s'est pas réveillé d'un beau jour et que tout le monde entier a éteint. Ça vient bien de certains pays, là où on a vu les premiers cas. Cependant, il y a certains pays où je pense que le sida a été utilisé par certains dirigeants pour régler des comptes. Et je pense à l'Afrique du Sud. Ouais. Et quand je dis l'Afrique du Sud, il y a ce qu'on appelle apartheid. L'apartheid, c'était vraiment essayer de contrôler une population locale, noire, indigène, et tout faire pour que cette population noire ne puisse pas demander ce qui leur revient, c'est-à-dire qu'une liberté, un bien-être et être des citoyens normaux. Il fallait vraiment que cette population ne puisse pas penser à la révolte ou à la rébellion. L'apartheid, en tant que tel, a été combattu. Et ce combat, il y a eu des financements. D'ailleurs, Kadhafi a beaucoup aidé Mandela. Et Mandela lui a toujours rendu hommage
Et c'est d'ailleurs pour ça que Mandela n'a pas voulu serrer la main à Obama lorsqu'il est venu en Afrique du Sud. Tout à fait. On a dit qu'il était malade. On dit qu'il était malade, c'était faux. Non, c'était pas, il ne voulait pas le serrer la main parce que Kadhafi a énormément aidé l'Afrique du Sud lorsque Mandela est devenu président d'ailleurs. Parce que lorsqu'il est devenu président, tout a été fait pour qu'il échoue. Toutes les ressources ont été bloquées et Kadhafi a mis énormément de milliards de dollars. Et c'est là où MTN, que vous connaissez aujourd'hui, est né. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Libye d'aujourd'hui réclame ces milliards à l'Afrique du Sud en disant rendez-nous nos milliards que Kadhafi a gardés là-bas. Bon, plus ou moins, cette histoire-là, je pense que vous l'avez suivi. Oui, tout à fait. Donc, dans ce pays, je pense que le sida a été utilisé, pas uniquement seulement dans ce pays, mais dans toute l'Afrique australe, parce que c'est Botswana, Namibie, Swaziland, c'est des pays où on a 25%, 30% de taux de prévalence. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est des pays où ce virus a été volontairement inoculé aux populations pour permettre de contenir cette population et qu'ils ne puissent pas se développer pour pouvoir être en danger. Le nombre, parce que c'est ça le problème, le nombre. Ça, c'est un fait. Et je pense que personne ne peut m'enlever ça de la tête qu'en Afrique australe, après que l'apartheid a chuté, le sida a pris le relais. Parce qu'il fallait que l'apartheid parte, le sida a pris le relais, et là, personne ne peut dire que le sida, parce que, on n'a pas de solution, voilà. On ne peut pas incriminer les Sud-Africains blancs en leur disant que vous faites l'apartheid. Le sida faisait le reste. D'accord. Maintenant, les gens oublient un peu, avant le sida, il y a eu d'autres maladies, notamment certains cancers, la peste ou certaines maladies, tuberculose. Il y a ce qu'on appelle la peste espagnole au XIIIe siècle, qui avait décimé presque toute la moitié de l'Europe. Parce qu'il y avait, à l'époque, il y avait la saleté, c'était mal organisé, il était sale. Donc cette peste européenne, qu'on appelait la peste espagnole d'ailleurs, la peste espagnole avait décimé pratiquement la moitié de l'Europe. Il y a eu des maladies qui ont décimé ces pays parce que l'environnement s'y prêtait. Et aujourd'hui, le sida en Afrique, c'est dans les pays où la guerre, donc la pauvreté sévit, où il y a le plus de sida, et les pays les plus riches, comme par hasard, le Congo, le Zaïre, Congo, l'Afrique australe. Pourquoi ce sont ces pays les plus riches du continent où il y a le plus de sida? Je pense que ce virus a été utilisé pour régler des comptes. Et je ne pense pas que c'est uniquement le sida qui a été utilisé pour ça. Tout récemment au Kenya, l'Église catholique avait finalement, à un moment donné, il y avait eu des rumeurs que des vaccins qu'on devait donner aux jeunes filles servaient à stériliser les femmes. Et quand on dit Kenya, le Kenya aussi est un pays comme l'Afrique australe où il y a des colons qui sont installés et qu'il y avait des médicaments qui stérilisaient les femmes. L'Église catholique a finalement demandé une expertise à une entreprise privée londonienne qui a dit que 2 médicaments sur 5 étaient effectivement contenaient un produit qui stérilisait les femmes. Et le problème de ça, c'est que l'Afrique n'a pas le contrôle des médicaments. Il y a ce qu'on appelle des entreprises de souveraineté. Une entreprise de souveraineté, un pays ne peut pas donner à un autre pays le pouvoir de produire l'argent, la monnaie, qui est la base de l'économie et de toutes les politiques économiques. On ne peut pas faire une politique économique autonome, saine, sans contrôle de la monnaie elle-même. Donc, une entreprise de souveraineté, la monnaie, une. L'éducation. Tous les domaines, tous les savoirs, toutes les personnes dans n'importe quel domaine a eu une éducation de base qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Donc, la première des ressources naturelles, c'est la ressource humaine. La première des ressources naturelles, c'est la ressource humaine. Et ça, je rends hommage à un de mes professeurs à Paris-Dauphine, le professeur Pascal Salin, qui m'avait offert un livre que je tiens entre mes mains, de Julian Simon, L'homme notre dernière chance, qui est un livre des économistes de gauche, qui nous dit que l'homme notre dernière chance, c'est-à-dire que la première ressource naturelle, c'est l'homme,
Et elle est première parce que c'est cette ressource naturelle-là qui, avec des recherches, découvre d'autres ressources. Qui sait que le pétrole, ce qu'on appelle pétrole, qu'il y a 400 ans ou 500 ans, personne ne savait ce qu'elle serait le pétrole. Mais c'est l'homme qui a dû découvrir que ce liquide noirâtre là, qu'il y a 400 ans que voilà, on passait dedans, aujourd'hui, c'est de l'énergie. La première des ressources naturelles, c'est l'homme. Donc l'éducation. Deuxième point. Troisième point, l'alimentation. Et dans l'alimentation, j'y intègre la santé. Parce que le premier médicament, c'est l'aliment. Le premier médicament, c'est une bonne alimentation. Saine. Quand on s'alimente bien, on a 80% de bien-être de santé. Et le reste, les 20%, c'est les accidents de la nature. On a un petit souci technique là, visiblement, votre micro, parce qu'on entend beaucoup de grésillements de la friture. Voilà, c'est redevenu stable. Voilà, parfait, c'est redevenu stable. Voilà, allez-y, allez-y. Donc, l'alimentation. L'alimentation, ce que les Italiens appellent les alicaments, le premier médicament, c'est l'alimentation. Ouais. Donc, il faut avoir le contrôle de la production alimentaire. Un pays qui ne peut pas nourrir sa nation manque quelque chose d'essentiel. Et dans l'alimentation, j'y intègre la santé, comme j'ai dit. La santé fait partie de l'alimentation, parce que 85% des médicaments qui sont dans les pharmacies viennent de la nature, des plantes. Et 80% de la santé, c'est l'alimentation. Donc, si on ne contrôle pas l'industrie pharmaceutique, l'industrie qui permet aux populations d'avoir de la santé, on importe des médicaments. Mais les Africains n'ont pas les moyens de savoir qu'est-ce qu'ils donnent à leurs enfants. Les vaccins qu'on nous envoie, les médicaments qu'on nous envoie, on prend et on donne. C'est-à-dire que si un pays, parce que c'est en fait, l'intelligence économique est là, la guerre n'est pas seulement lancer des missiles de croisière de type calibre ou autre. Hein. La guerre, c'est aussi stratégique. Si on veut déstabiliser un pays en créant une épidémie, et si ce pays n'a pas les moyens de contrôler des vaccins qu'il a commandés à une entreprise privée qui est une multinationale anglaise ou américaine, et qu'ils veulent déstabiliser un pays, et qu'il y a des vaccins qu'on dit obligatoires dans un pays, et que ces vaccins sont piégés, c'est quelque chose qui existe. C'est-à-dire que ce n'est pas des films, ce n'est pas de la fiction. Au Kenya, c'est un cas. Mais ça, c'est un cas qu'on a découvert. Mais qu'est-ce qui nous prouve que ça n'existe pas dans notre pays? Donc, nos pays n'ont pas les moyens, aujourd'hui ne se donnent pas, c'est pas non les moyens, ne se donnent pas les moyens de pouvoir produire eux-mêmes leurs médicaments. Mais je pense que si nos pays avaient la volonté de produire des médicaments, ils peuvent le faire. Parce que l'ethnopharmacologie africaine est riche. Oui. Je pense que 90% des maladies qui fatiguent le plus l'Afrique, les solutions existent en Afrique. Je donne l'exemple basique d'une maladie qui ne permet pas à une personne qui se coupe. C'est les hémophiles. Hein? Ouais. Quand on se coupe, quand le sang coule, c'est fini. Le sang ne coagule pas. Cette maladie, les médicaments coûtent excessivement cher. Et les conditions de conservation le sont aussi. Et il y a un village sérère, c'est une ethnie au Sénégal, oui, bien sûr, qui ont une solution, c'est une plante basique qui se trouve là-bas, qu'on met pour cicatriser, c'est-à-dire pour cicatriser les hémophiles. Alors qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont 30 ans, 40 ans, ils ne peuvent même pas se circoncire parce que, voilà, ils ne cicatrisent pas. Ou bien quand ils se blessent, c'est fini. C'est donc, c'est un cas. C'est un cas. L'Afrique est riche, mais qui va aller demander? Est-ce qu'il y a une volonté politique de faire ces recherches? Pourtant, dans nos universités, il y a énormément de personnes de plus en plus qui viennent souvent aller faire des recherches dans les villages, qui prennent des questionnaires. Parce que si vous lisez le livre, vous voyez, à un moment donné même, il y a un chercheur je pense que c'était
Patrick Certain ou autre, du CNRS, qui m'avait demandé de lui donner le nom des plantes directement. Il m'a dit, oui, monsieur Diop, c'est quand avant d'écrire le livre. Parce que j'avais saisi dans mon enquête, j'avais saisi les autorités de l'ANRS, du CNRS à l'époque, pour leur dire que nous avions ça. Je pense que c'était au CNRS de Gif-sur-Yvette. Il m'avait convoqué, je suis venu, on a échangé. Il me dit, touristement, bon, donnez-moi le nom des plantes. Comme ça. Donnez-moi le nom des plantes. C'est-à-dire que pour lui, non, on est africain. On a découvert un remède contre l'HIV. La plante, on la donne comme ça, cadeau, et puis on part, on sort. Non, mais c'est pas comme ça, il y a le respect. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas ce respect. Il n'y a même pas ce respect de quelqu'un qui vient vous dire, oui, il y a des recherches. Ça, vous avez des recherches quand même scientifiques. Il y a l'université de Dakar qui est au courant. Il y a quand même notre ministre de la Santé qui a autorisé les essais cliniques. Il y a des résultats. Vous, ANRS, CNRS, vous êtes dans la recherche scientifique. Aidez. La personne me dit, donnez-moi le nom des plantes. Est-ce que c'est la produit du respect? Donc, ce sont nos gouvernements africains, les dirigeants de nos pays, qui font qu'il n'y a pas ce respect parce qu'ils n'ont pas de volonté politique de sortir les pays de cette pauvreté chronique qu'eux-mêmes, ils causent parce qu'eux-mêmes sont excessivement riches. Et ces domaines de contrôle, tant qu'on ne les a pas, on ne peut pas se développer. On n'a pas de contrôle sur la santé, sur les médicaments. Donc, pour répondre à votre question primaire... Oui. Et aussi, alors, il y a une autre question. On entend beaucoup parler en ce moment, c'est de l'Ebola. Qu'est-ce que vous pensez de cette maladie aussi? Ah, il y a eu une coupure là. Là, je sens... Oui, voilà, j'ai entendu le son de la coupure. Bon, on va tenter de recontacter évidemment Jacques Diop avec nous. Donc en attendant, voilà, bon, j'ai pas eu le temps de poser encore vos questions. Alors, on essaye de recontacter Jacques Diop. C'est pas évident, les live Skype, hein, vous connaissez, c'est toujours problématique. Moi, je trouve qu'il y a un réveil, de toute façon, des consciences africaines, et en particulier de la société civile, qui est plutôt encourageant, quoi. On voit bien qu'en Afrique, les gens prennent conscience véritablement des enjeux et des, on va dire, des problèmes, et comment ces problèmes se structurent réellement. Voilà, donc je pense que c'est très très encourageant, en tout cas pour l'avenir de l'Afrique, de savoir qu'il y a des gens comme Monsieur Diop et d'autres qui se lèvent et qui comprennent à quel point l'Afrique a besoin, pour être indépendante, de sortir, de couper ce cordon ombilical de domination avec évidemment les États européens, et en particulier la France. Comme il a expliqué, évidemment, nous, notre intérêt, c'est de continuer à aller allègrement se servir en uranium, en pétrole, et dans toutes les matières premières gratuitement grâce à ce système du CFA. Maintenant, comme il dit, d'ailleurs Nicolas Gbou avait la même vision, c'est-à-dire il avait un peu la même structure de pensée, de dire c'est la faute de nos dirigeants, faut arrêter toujours de fustiger l'Europe, etc. Ils jouent pour leur propre partition, à nous de jouer la nôtre. Donc ça aussi, c'est un message, vous voyez, qui va dans le sens, pour moi aussi, de l'anti-victimisation. Pour faire le lien avec ce qu'on se disait encore mercredi, eh ben, c'est dans la même perspective. On arrête la victimisation. Et maintenant, on prend nos responsabilités et on se dit, véritablement, si on veut sortir du sous-développement, eh ben, il va falloir qu'on ait une volonté nous-mêmes de pouvoir en sortir. Alors, il est vrai que c'est violent, parce que c'est un combat violent. On l'a vu en Côte d'Ivoire. On l'a vu, voilà, on a parlé de Modibo Keïta, de Sékou Touré, de tous ces présidents qui ont voulu à un moment donné couper ce cordon ombilical et voler de leurs propres ailes. Mais on voit bien que c'est extrêmement difficile. Et que la France est, si j'ose dire, aux aguets par derrière pour en tout cas se débarrasser de quiconque montrera un petit peu trop de velléité d'indépendance. Donc c'est un peu ce qui est en train de se passer finalement.
donc en Afrique, et cette société civile qui avance. Donc... Il n'y a plus d'électricité. Ah, bon bah, problème. Vous voyez, c'est ça, c'est aussi ça les... On peut faire une pause, il a dit il va nous rappeler quand ça revient. C'est ça les lives, évidemment. Alors, bah, on peut faire une petite pause, ouais, en attendant, vite fait, visiblement, notre coupure d'électrique hein, à Dakar, ce qui arrive souvent en Afrique aussi, vous voyez, les problèmes d'énergie. Hein, ça, c'est un problème assez récurrent en Afrique. Bah, écoutez, on va essayer, oui, de faire une petite pause, et puis on va attendre, voir si... on arrive à récupérer notre invité, sinon auquel cas, bah, on sera obligé de terminer l'émission, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps, hein. Il nous reste une trentaine de minutes. Hein. Donc moi je veux bien parler de l'Afrique pendant 30 minutes, ça me dérange pas, mais bon, après tout, voilà, c'est comme vous voulez. Hein. On peut, c'est vrai qu'on peut enchaîner, ça évite de faire trop de pauses, parce qu'après la pause, on perd, hein, voilà, les gens sont fatigués des pauses, trop de pauses intempestives, puis on a attendu 45 minutes, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de me retrouver encore devant la caméra à attendre, donc quitte à effectivement parler de l'Afrique, allons-y, parlons et allons dans le vif du sujet. En plus il se passe beaucoup de choses, le franc CFA, moi j'invite tout le monde à aller regarder l'émission avec Nicolas Agboou, hein, donc qui vous explique ce principe unique, hein, véritablement du franc CFA, parce qu'il faut savoir l'origine, hein, quand même, on va rappeler quand même quelques éléments de cette affaire, parce que c'est tellement un scandale. Là, en fait, la France, pendant la Seconde Guerre mondiale, vous ne pouvez pas l'ignorer, hein, a été occupée par l'Allemagne. Et donc, à ce titre, vous en doutez bien que les autorités allemandes hein, ont pris des mesures douanières, financières, sur l'économie française, qui étaient tout simplement absolument défavorables à la France. Évidemment, on était obligé d'exporter vers l'Allemagne, quand évidemment la politique de change, le taux de change était fixe, la politique des devises était maîtrisée par l'Allemagne, et lorsque nous exportions vers l'Allemagne, eh ben, l'Allemagne se contentait de marquer ça dans un compte d'opération. Voilà comment ça se passait. Et en fait, vous savez, à la sortie de la guerre, en 1945, eh ben, le général de Gaulle, hein, ensuite, il était accompagné de Jacques Soustelle et puis d'un troisième larron hein, très très connu aussi. Eh ben, ont décidé de prendre ces mesures et de les appliquer à l'Afrique. Et on a créé le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Hein, et on a appliqué exactement les mêmes mesures que l'Allemagne appliquait à la France, mais nous maintenant nous appliquions à l'Afrique. Et ces mesures-là n'ont pas évolué, hein, puisque le tour de passe-passe absolument fabuleux de la France, c'est qu'en 1960, malgré l'indépendance qui était donnée, comme je le disais tout à l'heure, indépendance de façade, on a conservé ce système monétaire. Alors, des présidents, c'est pour ça qu'il a donné l'exemple de ce qui s'est passé au Sénégal, ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé en Guinée. Donc, certains présidents, donc effectivement, plutôt en Afrique de l'Ouest, ont exprimé le souhait de sortir de ce franc CFA et ont compris, évidemment, dès le début, que c'était une escroquerie. Hein, les pays d'Afrique du Nord, hein, Maroc, Algérie, Tunisie, eux aussi, ils ne sont restés qu'un an dans le franc CFA. Au bout d'un an, ils ont dit « Oula, salut les amis, hein, merci bien, mais on va créer notre propre monnaie. Hein, on va pas utiliser plus longtemps ce système. » Parce que c'est un système complètement fou. Vous savez, le franc CFA, alors aujourd'hui, je crois que les comptes d'opération, ils ont une réserve de 50%. Mais il faut savoir qu'originellement, ils étaient à plus de 80%, 90%, quelque chose comme ça. C'était la folie. C'est-à-dire, en gros, quand, par exemple, le Gabon, voilà, on va prendre l'exemple, le Gabon va vendre du pétrole aux États-Unis. Donc les États-Unis vont verser $1 milliard. Ce $1 milliard va être crédité à la Banque centrale de Libreville, puis immédiatement crédité à la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, donc l'espèce de banque centrale qui gère le CFA pour la zone Afrique centrale, parce que aussi c'est très compliqué, le CFA, il y a plusieurs zones, hein. Il y a la zone Afrique centrale, la zone Afrique de l'Ouest et les Comores, enfin vous voyez, c'est déjà, et il n'est pas, la monnaie n'est pas convertible en plus entre CFA d'Afrique de l'Ouest et CFA d'Afrique centrale, ce qui par ailleurs empêche toute forme de commerce et d'échange entre les pays d'Afrique de l'Ouest et les pays d'Afrique centrale, vous voyez, c'est comme ça, on est tranquille, ils vont même pas commercer entre eux. Et une fois donc que cet argent est crédité sur le compte de la BERC, ce $1 milliard, il est immédiatement crédité à la Banque de France. La Banque de France, donc, puisqu'elle a en plus l'exclusivité, hein, évidemment, comment dire, du change des devises, donc conserve ses dollars,
Et puis, évidemment, le Gabon, lui, il a besoin de monnaie. Alors, la Banque de France dit, attention, oula, comme vous ne savez pas gérer, africains, vous êtes de grands enfants, hein, et puis on n'a pas très confiance, donc on va conserver une partie de cet argent. Si c'était en 1970, sur 1 milliard, la France aurait gardé quasiment 800 millions. Dans nos années, je crois qu'on est à 50%, mon Dieu. Donc la France garde 500 millions. Alors déjà, on prend ces 500 millions de dollars qu'on garde. Nous, on les garde bien au chaud, hein, donc c'est pratique parce que 500 millions de dollars, ça a de la valeur. Et puis les Africains, on leur dit, bon ben voilà, combien on vous doit? Ah, on vous doit l'équivalent de 500 millions en CFA. Mais le CFA n'est quoi? C'est une monnaie que nous fabriquons ici à Chamalières, hein, vous savez, en Auvergne. Donc, on prend ces 500 millions, on fait le calcul, hein, vite fait, puis en plus c'est un taux de change fixe, ça tombe bien comme ça ne bouge jamais. Et puis, on leur dit, bah voilà, on vous donne l'équivalent de ça. Et puis on le marque dans le compte d'opération, genre, nous, la France, nous devons tant au Gabon. Et donc, on leur donne du papier contre des devises. Parce que les devises, hein, les dollars, eux, ils valent réellement de l'argent. Alors on nous dit que, hein, parce qu'il est marqué que, soi-disant, cet argent devait être mis dans un compte d'opération et ensuite, des intérêts devaient être versés au pays d'Afrique. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu d'intérêt versé. Aujourd'hui, ces comptes, Nicolas Gbou, ici même, il les estimait à une hauteur de 3000 milliards de dollars. C'est-à-dire que la France devrait 3000 milliards de dollars à l'Afrique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein, on vous parle de la dette africaine, je crois que si on mettait tous les pays ensemble, je ne sais même pas si on arrive à 50 milliards, à quelque chose comme ça. Enfin, c'est ridicule, c'est ridicule. Et donc nous, on conserve cet argent qui nous arrange bien. Parce que qu'est-ce que cet argent fait pour nous, Français? Eh bien, elle vient combler notre déficit commercial. Puisque nous importons tout. Donc, vous savez que le déficit commercial de la France, c'est un gouffre, un puissant fond. Hein, et bien, grâce à cette manne africaine, c'est-à-dire, en gros, les matières premières africaines sont vendues par les Africains, on récupère les devises, et en plus, nous, on va se servir. Eh bien oui, on va se servir. On va se servir parce qu'on n'a qu'à marquer dans le compte d'opération. Hein, et ensuite, on fait des espèces de balances. Hein, c'est comme si vous aviez un compte d'épicier, vous savez. Voilà, le Niger, ah bah oui, on vous vend de l'uranium. Pas de souci. Je le note, ouais, comme un épicier. Ok, j'ai pris 10 tonnes d'uranium. Pas de souci, je note 10 tonnes d'uranium. Hein, c'est noté dans mon compte d'opération, mais je ne les paye pas. En revanche, comme il nous a expliqué ensuite, nous, on va le vendre, cet uranium, avec du vrai argent. Hein, sur des marchés internationaux, avec du vrai dollar, avec de la devise qui, elle, a de la valeur. Parce que le CFA, lui, est non convertible. Attention. Ah ben non, le CFA, vous pouvez rien faire avec. Hein. Vous allez faire du papier cul éventuellement, mais vous ne pourrez pas faire grand-chose avec le CFA. Hein, vous pouvez même pas l'échanger, je vous dis, entre zones monétaires du CFA. Donc, c'est une véritable aubaine, escroquerie totale. Hein, sachant qu'en plus, toutes les décisions qui sont prises au niveau des banques centrales africaines, donc que ce soit la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ou la BEAC, hein, la Banque des États de l'Afrique centrale, ou même la Banque des Comores, ces décisions, il faut savoir qu'il y a un représentant, voire plusieurs, alors selon les statuts, etc., de représentants de la France, donc envoyés par la France, qui siègent dans le conseil d'administration. Et c'est par les statuts, en fait, qu'on s'est accordé via des articles très, j'ai envie de dire, très pernicieux qui nous permettent, en fait, d'avoir un veto et un blocage. Par exemple, dans la Banque des États de l'Afrique centrale, il faut qu'il y ait 2 commissaires français présents pour que la décision soit adoptée. Alors, si un ordre du jour ne nous plaît pas, hein, et qu'on n'a pas envie de voter, bah, on dit, bah, toi, t'y vas pas. Et on est sûr que la décision ne sera pas prise. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Hein, c'est comme ça. Donc, vous voyez comment on a réussi, en fait, à conserver un système de domination financière sur l'Afrique, à s'enrichir.
Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, ce système nous apporte un énorme avantage financier. Hein, d'ailleurs, vous avez la vidéo de Chirac qui l'admet complètement, vidéo très connue, qui dit, mais bien sûr, nous, ça fait longtemps qu'on vit sur l'Afrique, c'est un scandale. Il parle même du plus grand scandale de la Ve République, hein, puisque, bon, il n'est plus président quand il donne cette vidéo, une vidéo très très connue, où Chirac vous dit, bah voilà, clairement, j'escroque l'Afrique, enfin, nous, c'est le plus grand scandale, cette escroquerie de l'Afrique. Bah évidemment, parce que quand vous rentrez dans le système, vous voyez bien que, en gros, les pays les plus pauvres, dits les plus pauvres du monde, dits les plus endettés du monde, en fait, sont là pour rembourser notre déficit commercial, nous permettre d'acquérir toutes les matières premières gratuites. Hein, il faut rappeler aussi également, ça fait partie du dispositif. Hein, alors attendez, c'est que chaque année, il s'organise une réunion au ministère de l'économie et des finances à Bercy entre notre ministre et les ministres africains, lesquels, en fait, vous savez, c'est un peu comme du temps du Gosplan de l'Union soviétique. Hein, les ministres africains sont convoqués et la France, nous faisons nos courses. Hein, alors on dit, bah voilà, cette année, nous on a besoin de tant d'uranium, tant de pétrole, hein, tant d'or, tant de machin, etc. Enfin, toutes les ressources, on se sert. Et les objectifs de production donc de ces pays sont fixés par la France, à qui les pays doivent vendre leur production en priorité à un tarif préférentiel. Donc vous vous rendez compte, c'est-à-dire en fait, une fois par exemple le Niger décide par exemple, dit ah ben moi je sais pas, je vais plutôt vendre mon uranium aux Chinois, parce que déjà ils me payent mieux, et puis voilà, je vais faire des meilleures affaires. Ah ben non, il faut respecter l'accord déjà avec la France. D'ailleurs, ça avait fait des grosses, je veux dire, des grosses embrouilles entre la France et le Niger il y a quelques années de ça, sous Sarkozy, lorsque justement, précisément, ce Niger avait souhaité diversifier son offre en proposant justement la vente d'uranium à d'autres pays que la France. Et ça fait provoquer évidemment un scandale avec les autorités françaises, etc., etc., parce que le Niger souhaitait vendre son uranium à d'autres pays. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité du terrain pour tous ceux qui pensent souvent, oui, oh bah, oui, ces pauvres Africains, on les aide. Non, on n'aide rien du tout. Comme disait, voilà, très justement, notre ami Diop, chacun joue sa partition. À la limite, les autorités françaises sont dans leur rôle. Sauf que, évidemment, si on va dans le fond des choses, parce qu'il faut aller au fond des choses, oui, les entreprises qui profitent largement en fait de ce système n'apportent pas grand-chose à la France, puisqu'elle n'y paye aujourd'hui, grâce à un système de la mondialisation, aucun impôt. Donc c'est un système finalement qui profite à une petite élite, une petite oligarchie. Mais le système du franc CFA profite directement quand même aux intérêts de l'État français. On va pas se mentir, l'État français profite directement de cette manne, de cette réserve de change que nous amène l'Afrique avec ce franc CFA. Alors, est-ce qu'il faut sortir du franc CFA? Il y a certains hommes politiques qui se sont timidement placés. Moi, j'ai vu Marine Le Pen en parler, j'étais assez étonné d'ailleurs. Faut quand même le rappeler. Marine Le Pen, qui était assez cohérente d'ailleurs dans son discours, puisqu'elle a clairement dit, bien sûr, si moi je suis pour une sortie de l'euro, je vois pas pourquoi je serais pour une sortie du franc CFA. Alors, je crois qu'il y en a peut-être Jacques Diop qui va revenir avec nous. Ouais. Allô. Oui, monsieur Diop, voilà, vous êtes revenu. Petite coupure électrique, semble-t-il, c'est ça? Donc, c'est ça, oui. Voilà. Bah écoutez, on est content de vous revoir avec nous. Donc, beaucoup évidemment de questions, toujours. Alors, il y a une question aussi, alors ça, c'est une question qu'on nous a souvent posée. Est-ce qu'on peut faire confiance à un test de dépistage du VIH? Puisque ça a été remis en cause aussi, pareil, dans un certain nombre de reportages. Visiblement, les tests ne seraient pas les mêmes dans tous les pays. Si bien qu'on pourrait être positif dans un pays, négatif dans un autre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus, sur ces fameux tests? Alors, je pense que je ne dois il y a eu pas sur des questions techniques, mais je peux avoir effectivement un avis. Vous m'entendez? Je vous entends, oui, il y a un bruit de fond. Voilà, parce que il faut savoir que le sida, il y a eu une guerre originelle entre Gallo, Max Gallo et Montagnier. Oui, d'accord. Les Français et les Américains, sur
la découverte du virus. Alors, pourquoi cette guerre en fait? Quel était l'enjeu de dire c'est moi qui ai découvert le premier le virus? Parce que si on découvre un virus, par ricochet, tous les tests qui vont être faits sur ce virus, il y a des ressources en fait. C'est comme le brevet en fait. Toutes les machines ou les tests qui vont être organisés sur ce virus, il y aura des droits à payer. Donc il y a l'argent. On en revient avec l'argent sur la découverte du virus, c'est des sous. Donc guerre entre Américains et Français. Et c'est quoi en fait découvrir un virus? Comment dit-on qu'une personne est séropositive ou négative? On recherche la présence d'anticorps spécifiques. Oui. D'un agent pathogène spécifique. Cela veut dire que le corps humain, lorsque ce corps est agressé par un agent pathogène, le corps fabrique un anticorps. C'est-à-dire un anticorps sert à lutter contre l'agent pathogène. Tout à fait. Alors, dans le cas des virus, notamment le sida, l'anticorps du VIH est là présent, mais il ne peut pas lutter contre le HIV. D'accord. Donc, si on trouve un anticorps spécifique du VIH, on dit que la personne est séropositive au VIH. Si on trouve l'anticorps spécifique à l'hépatite, on dit que telle personne est positive à l'hépatite. Mais en réalité, c'est quoi un vaccin? Un vaccin n'est-il pas le fait d'inoculer à quelqu'un un virus, même atténué, pour que le corps fabrique des anticorps? Et l'hépatite, par exemple, virale, le vaccin contre l'hépatite est obligatoire, parce que si on n'est pas vacciné contre l'hépatite, on ne peut pas voyager, on ne prend pas l'avion. Oui. Et voilà, carnet de vaccination, vous ne montrez pas de blanche. Si vous ne voulez pas vacciner, on vous menotte et puis on vous rigole, mais voilà, on vous vaccine par force. Sinon, vous retournez. Donc, cela veut dire que quasiment toutes les personnes sont séropositives à l'hépatite. On est d'accord? Oui, tout à fait, oui. Si on est vacciné contre l'hépatite, ça veut dire qu'on prend le virus de l'hépatite qu'on donne à l'être humain. Si on est vacciné contre d'autres maladies infectieuses, c'est qu'on prend comme j'ai l'habitude de dire, le petit du lion, c'est quand même le lion. Le bébé du lion, c'est le lion. Un virus atténué, ça veut dire quoi? C'est comme les rebelles modérés je sais pas, des Américains ou des Français. Il n'y a pas de rebelles modérés. Quand on prend des armes, on a des armes. Oui. Quand on donne à quelqu'un un virus, on lui donne un virus. Et le corps fabrique l'anticorps. Donc, dans le cas du sida, on recherche l'anticorps du sida. Et quand on trouve l'anticorps du virus, on dit que la personne est séropositive au virus. C'est un fait. Mais est-ce qu'être séropositif veut dire être malade? Non. On a l'anticorps. Cela veut dire que le corps a été agressé par un virus qui est présent. Ce virus a pour rôle d'attaquer les défenses immunitaires, les globules blancs ou les CD4, les lymphocytes. Il les attaque, un virus rentre dans un globule blanc, installe son usine de répliquage, se multiplie, et quand il y a des centaines, des milliers, il éclate le globule blanc et chaque virus va faire pareil. Ça, c'est ce que le virus est censé faire dans l'organisme, et les examens qui permettent de mesurer s'appelle la charge virale pour la quantification du virus, Ouais. ou bien les examens de CD4 pour voir le niveau de globules blancs. Donc, si celui-ci augmente, l'autre baisse. S'il y a plus de virus, ça veut dire que les CD4 baissent, parce que le virus ne peut pas se multiplier en même temps que les CD4. Mais à l'opposé, si les CD4 augmentent, ça veut dire que forcément le virus, au pire, ne se multiplie pas. Sinon,
n'est pas dans le corps. Maintenant, le problème, c'est quoi? Les organismes ou organisations qui produisent les machines, outils qui permettent de quantifier l'agent viral font de l'argent sur le virus. Il y a un monopole sur le VIH. Il y a un monopole sur le VIH. Un groupe de multinationales pharmaceutiques s'est regroupé et ils sont les seuls à produire les machines qui permettent de quantifier le VIH ou bien de découvrir l'anticorps du HIV. Donc c'est leur contrôle. C'est ça le SIDA business. Ils font partie du SIDA business. Donc ça, j'ai l'habitude en général de dire que des personnes qui prennent la cure, notre cure, avec ou sans ARV d'ailleurs, les premiers résultats que vous allez avoir vont échapper à vos médecins, vos analyses, ils vont vous donner des résultats et ils vont être surpris de voir que le virus a dégagé, il n'est plus là. Et ils vont voir comment le corps fonctionne, qu'il ne fonctionne pas normalement si c'était les ARV, parce que le corps commence à se défendre de manière efficace contre le virus. Ils vous donneront les premiers résultats. Mais ne vous attendez pas au deuxième résultat, à 85%, attendez-vous à du sabotage. Parce qu'ils vont savoir que vous avez pris une alternative. D'accord, oui. Le virus du sida, c'est quand même un business. Donc, pour répondre à votre question, Ouais. les tests sur le VIH, c'est un business organisé. L'anticorps, la présence de l'anticorps. Et c'est d'ailleurs la question souvent posée des personnes qui ont une charge virale négative, il n'y a plus de virus, et l'anticorps est toujours présent. Ce que je leur explique, je prends souvent l'exemple des missiles Scud de Saddam Hussein, qui avait fabriqué des missiles Scud contre l'Israël, Ouais. et l'Israël a fabriqué des missiles anti-Scud. Donc les missiles Scud, c'est le virus, les missiles anti-Scud, c'est l'anticorps. Aujourd'hui, Saddam Hussein a été pendu, tué lâchement, mort, son pays contrôlé, détruit. Mais est-ce que donc les missiles Scud irakiens contrôlés, peut-être qu'on a tout détruit, mais est-ce que l'Israël va arrêter de produire les missiles anti-Scud? En se disant peut-être que le Hezbollah a acheté, ou bien, je sais pas, les Mollahs ont acheté, ou peut-être qu'il y a des groupuscules qui ont acheté les missiles Scud. Donc, on continue de produire en nous disant que peut-être que les missiles Scud sont, même si on a maîtrisé Saddam, il n'a plus de missiles Scud, mais nous, on continue de produire. Donc, le corps se dit, il ne voit plus le virus, mais il peut continuer de produire l'anticorps. Mais pas définitivement. À un moment donné, il arrête de produire, il n'y a plus d'anticorps. Et c'est d'ailleurs le cas pour notre cure. Nous avons fixé une règle en disant qu'une personne qui a été infectée pendant 2 ans, 24 mois, si cette personne prend la cure et arrive à avoir une charge virale négative, l'anticorps reste dans le corps la même durée que le virus a été dans le corps 2 ans. Après, il disparaît. Donc, l'usine de production d'anticorps disparaît. Parce qu'il n'y a plus, pendant la même période, il n'y a plus de danger. Donc, ce n'est pas l'anticorps lui-même qui est négatif ou non. L'objectif, c'est d'éliminer l'agent viral pathogène qu'on dit être à l'origine du HIV ou de l'hépatite. Mais je rajoute en disant que les médicaments traditionnels normaux visent une molécule, visent une maladie, on lui dit ce qu'il sait faire. C'est comme des missiles à qui on donne des repères en leur disant vous allez bombarder telle coordonnée. Si la coordonnée change, les missiles ne peuvent pas bombarder. Les vaccinations, en fait, la plupart du temps, c'est un peu ça. On leur donne plus ou moins ce qu'ils peuvent faire. Alors que le médicament à base de plantes fait ce qu'il fait naturellement, on ne lui dit pas, il le fait. S'il tue le virus, il le tue de manière définitive.
Ce n'est pas une création de l'homme, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'une maladie comme le sida ne pourra pas être traitée par la médecine moderne ou par un vaccin classique. Parce qu'on a quand même ces virus qui mutent, qui changent, parce qu'on a VIH1, VIH2. D'ailleurs, le VIH2 a été découvert par un professeur sénégalais, le colonel Souleymane Boub, d'ailleurs que j'ai cité dans mon livre. Le VIH2 africain a été découvert par un chercheur sénégalais, médecin colonel, chercheur. Maintenant, il y a eu un VIH3 qui a été découvert, et chaque VIH a des types, des sous-types A, B, C, D, donc le virus lui-même mute. Et pour agir efficacement, rien n'est meilleur que la nature. Mais la nature n'est pas rentable pour l'industrie qui est censée produire des médicaments. Il n'y a pas de rentabilité. Il n'y a pas de rentabilité. Mais oui, il n'y a pas de rentabilité pour la nature, pour l'industrie pharmaceutique. Parce qu'elle cherche à s'approprier quelque chose, c'est le brevet. Parce que c'est quoi le droit du brevet? Le droit du brevet, à l'origine, cherche quel but? Parce qu'on avait la science, les scientifiques se sont dit que les gens en général qui trouvaient, qui cherchaient et qui trouvaient, il fallait qu'on leur donne les moyens de pouvoir en tirer profit pour que le monde puisse en profiter, au lieu qu'ils cachent, parce qu'avant les gens avaient des découvertes, ils cachaient leurs découvertes et on ne pouvait pas en profiter parce qu'ils ne gagnaient pas. On dit donc, si vous déposez un brevet, vous rendez public, parce que c'est ça un brevet. Un brevet, ça veut dire on rend public. On dit clairement, c'est-à-dire que dès qu'on dépose un brevet, n'importe qui peut venir produire. Illégalement, bien sûr, ou payer des droits. Donc le brevet, c'est de dire, pendant 15 ans, personne d'autre ne pourra faire ce que vous dites pouvoir faire, mais après 15 ans, ça rentre dans le domaine public. Pendant les 15 ans aussi, les autres en profitent pour faire des recherches et trouver meilleur. Ça, c'est le brevet. Donc l'appropriation pour permettre l'avancée de la science. On permet à une personne de dire « Excuse-moi, j'ai réussi à trouver ça, je dépose un brevet, donc c'est moi, mais ça, je suis le seul à pouvoir le faire, ou bien vendre des licences pour que les autres puissent le faire. Pendant 15 ans, après, ça rentre dans le domaine public. Mais la plante médicinale, personne ne peut venir dire que telle plante, j'ai découvert qu'il tue tel virus, et personne ne peut toucher cette plante sur la terre. C'est pas possible. Les plantes poussent partout, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de propriétaire. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème qu'il faut solutionner. Ça voudrait dire qu'il faudrait carrément, là, il faudrait changer de paradigme complet et adopter une médecine qui soit basée sur, revenir presque à une médecine traditionnelle, j'ai envie de dire. En fait, ça a commencé, hein. Ça a déjà commencé. Je pense que les Italiens sont assez avancés là-dessus. Ouais. Les pays anglo-saxons aussi, en Angleterre, les Italiens ont appelé ça alicamente, les alicaments, ouais. Les médicaments d'origine médicamenteux. D'accord. Tout ce qu'on appelle complément alimentaire, en fait, c'est quoi un complément alimentaire? C'est contourner la législation sur les médicaments, parce que la législation sur les médicaments est tellement drastique, parce qu'il protège effectivement. Oui. Déjà, même si vous avez un brevet, vous déposez un brevet, oui, vous avez déposé un brevet PCT qui vous protège dans le monde entier, oui, mais si vous voulez produire ces médicaments et le vendre dans un pays, il faut que le pays vous donne un AM, une autorisation de mise en marché. Donc, c'est bloqué. Donc, les gens, en général, sur les plantes, ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est qu'il y a des vieillards, des personnes qui ont des secrets, mais ils meurent avec. Alors qu'ils ont des solutions pour énormément de maladies, mais il n'y a pas une incitation pour que ces personnes puissent sortir de la pauvreté parce qu'ils ont trouvé. Non, c'est un nègre qui a trouvé un remède contre l'HIV, il le donne, sinon il dégage. Non, c'est fini, on est en 2015. Ouais. Il faut permettre aux gens de pouvoir vivre de leur savoir par le respect. Mais si l'uranium, le pétrole, l'or, le manganèse, le bauxite, le cuivre, le café, le cacao, le cobalt, tout est pris gratuitement, pourquoi ils vont payer un remède contre l'HIV qui ne les arrange pas? En fait, c'est ça, c'est dans la même mouvance. Ouais, c'est dans la même lignée, ouais. C'est dans la même lignée. Alors, on me demande, il y a pas mal de questions, on me dit que pense l'invité de l'Organisation mondiale de la santé et que pense-t-il de sa réactivité sur le dossier de l'Ebola. Un dossier, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler, c'était juste avant la coupure que je posais cette question sur l'Ebola.
Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle maladie aussi qui est en train aussi, paraît-il, de ravager l'Afrique? Alors, Ebola, il ne faut pas oublier que c'était une maladie qui était déjà présente au Congo, dans le bassin du Congo, à un moment donné. D'accord. Et ce que j'ai l'habitude de dire, Ebola ou Sida ne frappe pas des pays pauvres d'Afrique. L'Ebola nouvelle version, comme j'ai l'habitude de le dire, de la Guinée, il faut savoir que le président guinéen, lorsqu'il est venu, il y a eu énormément de contrats qui ont été rompus entre les miniers. Parce que les contrats avec des articles, avec des clauses léoniennes qui spoliaient carrément la Guinée, les contrats ridicules, quand il est venu, il a rompu tous ces contrats. Quelqu'un comme George Soros, le milliardaire Soros, était très avancé en Guinée-Conakry, présent, donc, et ces contrats qu'il devait signer ont été annulés et des Chinois ont été préférés en Chine, en Guinée. La Guinée est un pays excessivement riche. Excessivement riche. Conakry même, c'est une mine. La ville de Conakry, quand on marche dedans, c'est une mine, Conakry. Je ne parle pas maintenant des autres zones. Oui. Et je pense que la Guinée-Conakry est même plus riche que l'Afrique du Sud actuelle. Maintenant, la Guinée a un problème d'électricité, d'énergie, depuis longtemps. Et ce contrat, Soros faisait partie de ceux qui devaient négocier, entre autres, comme énergie, barrages, mines et autres. Il a perdu. Et les Chinois sont venus en Guinée et en un temps record. Aujourd'hui, on a le barrage de Caleta, peut-être pour ceux qui ont d'ailleurs Lansana Conté. Condé a invité 18 présidents africains qui devaient venir dans l'inauguration. C'est 3 ou 4 qui sont venus. Parce que ce barrage, il l'a fait avec les Chinois. Bon, l'Empire n'était pas très très content. Aujourd'hui, la Guinée-Conakry est en train de redémarrer. Et ce Ebola-là, c'est dans les zones où étaient présents les Chinois qui exploitaient, qui construisaient les barrages. C'est là où Ebola a commencé. D'accord. C'est dans les zones minières où les Chinois, donc c'est les Chinois qui ont fui le premier. Et ce n'est pas pour rien que les Chinois ont couru pour trouver un remède contre l'Ebola. Et d'ailleurs, ils ont un remède contre l'Ebola aujourd'hui. Pour protéger, ce n'est pas pour forcément un truc, mais parce qu'ils sont dans des pays, c'est leurs intérêts qu'ils essaient de protéger. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Il y a eu un jeune Guinéen qui a été atteint d'Ebola, qui est venu au Sénégal, qui est guéri et qui est reparti. Je ne sais pas si vous avez suivi ces informations-là. Je ne connais pas bien ce dossier de l'Ebola, mais justement, il y a eu un jeune Guinéen qui était malade de l'Ebola, qui est venu au Sénégal. Donc le Sénégal a eu un cas d'Ebola, c'est un Guinéen qui a traversé la frontière de manière clandestine, qui est rentré au Sénégal, et ça a fait un tollé, mais il a été traité ici, guéri, on l'a mis dans un avion, on l'a retourné en Guinée-Conakry. Il y a eu des médecins américains qui ont guéri de l'Ebola. Qu'est-ce qui les a soignés? Comment? C'est des virus, que ce soit Ebola ou HIV ou autre, c'est des virus. C'est des maladies infectieuses qui existent, leurs solutions existent. L'Africain, d'un point de vue ethnologique, quand il soigne, il vise les symptômes et soigne ces symptômes. Qu'est-ce que le médicament fait à l'intérieur? Molécules, virus, ce n'est pas son problème. Une personne est malade couchée. Cette personne doit se lever et aller faire ce qu'il fait. Les symptômes qu'il a, c'est ça. Ces symptômes-là vont disparaître. Maintenant, comment il vise... Bon, là, je parle d'un point de vue traditionnel. Ce n'est pas parce qu'un chercheur ethnothérapeute ne parle pas le langage des molécules ou des atomes qu'il ne peut pas faire ce qu'il fait. L'explication scientifique, c'est une explication scientifique. Il y en a qui en ont besoin, d'autres non. Je suis désolé, moi je suis malade. On me dit que quand on a le sida, on maigrit, on a des boutons, on pisse le sang, ou quand on a Ebola, c'est la diarrhée et autres. Donc tous ces symptômes qui gênent, il y a ces plantes-là, quand on les prend, tout cela part, tu te lèves et tu vas faire ce que tu vas faire. Est-ce que tu as besoin même qu'on te fasse un test de sérologie ou autre? Est-ce que tu as besoin de... Non. En fait, Ebola, l'OMS, moi je pense qu'il y a eu le paludisme tue 20 ou 30 fois plus que Ebola.
depuis 30 ans ou 40 ans. Les chiffres qu'on donne sur l'Ebola pendant cet épisode endémique, mais c'est rien par rapport à ce que le paludisme fait. Oui. Donc, il y a eu un tapage. En fait, tous les médias du monde, quand ils s'attaquent à quand tous se jettent sur quelque chose, il y a quelque chose qui se prépare. Oui, quelque chose qui n'est pas clair. Ouais. Dans la zone Guinée, Libéria, Sierra Leone, qu'est-ce que les Américains ont dit? Ils ont envoyé une armée, des commandos, des Marines américains contre Ebola. Oui, tout à fait. Avec armes. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Ça, c'est une présence africaine. Les États-Unis ont toujours voulu militairement venir en Afrique. Mais bon, la France, l'Angleterre, Belgique et autres, ils se sont un peu battus pour ne pas que les Américains viennent. Ouais. La force américaine pour l'Afrique était basée à Stuttgart, je pense. Oui, c'est ça, oui, Africom, tout à fait, oui. Africom, mais aujourd'hui, avec Ebola, ils sont venus avec des cargos, des armes comme pas possible, et ils sont dans le golfe de Guinée. Mais c'est quoi le golfe de Guinée? C'est le nouveau golfe pétrolier. Aujourd'hui, le monde ne veut plus continuer à enrichir les mollahs du golfe. Parce que ça se retourne. En septembre 9/11, on a vu, c'est quel argent qui a fait tomber les tours? Le terrorisme tel qu'il existe aujourd'hui, en réalité, cet argent-là, qui vient des pays du Golfe, c'est eux. C'est-à-dire que c'est cet argent-là. Donc aujourd'hui, on sait que le pétrole qui est dans les golfs, il y en a en quantité dans le golfe de Guinée. Et le golfe de Guinée, c'est du Sénégal, Guinée-Conakry, Gambie, Cameroun, Guinée équatoriale, Trinidad de Tobago, Gabon, Congo, tout ça, c'est un golfe où il y a excessivement de richesses. Mais il faut y être. Et les Américains avec Ebola, parce que c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ebola? Ce sont des armées qu'ils ont envoyées. Je suis désolé, je ne pense pas qu'on... Oui, la réponse n'est pas adaptée. Oui, on parle d'une maladie, on envoie une armée. Ouais, non, une armée. Donc ça dit quelque chose d'autre. C'est comme si aujourd'hui, quand ils ont commencé à parler des réfugiés syriens, on montrait ça 24 heures sur 24 en boucle. Quand Poutine a attaqué, c'est fini. Les réfugiés n'existent plus. Maintenant, on dit comment les faire repartir et les bloquer en Ankara. Ouais. Parce que ce tapage médiatique des réfugiés syriens préparait l'assaut contre Assad. Ils voulaient créer leur zone d'exclusion criminelle, comme ils ont fait avec Kadhafi. Oui. Ils voulaient attaquer, mais pour attaquer, il faut montrer ces pauvres Syriens qui vont envahir l'Europe. Il faut montrer ça et puis dire non, bon, c'est ça qui justifierait l'attaque. Voilà. Bah justement, on parlait de Kadhafi. La plupart de ces réfugiés qui quittaient pour aller étaient déjà sortis de la Syrie depuis longtemps. Ils étaient en Grèce, en Turquie, bien sûr. Ils n'ont pas quitté les théâtres de guerre. Ils sont sortis depuis longtemps. Mais il fallait que les machines médiatiques travaillent pour avoir leur bombardement direct contre Assad. Poutine l'a compris. Ouais. Il a commencé à faire sa guerre. Ebola, c'est pareil. Ebola, c'est pareil. Il ne faut pas déconner. Pas déconner, c'est du cinéma. Alors justement, il y a une question sur Kadhafi, ça tombe bien. On me dit l'Union africaine que proposait Kadhafi n'aurait-elle pas pu être le seul moyen pour le continent de se développer sans ingérence occidentale? Mais en fait, Kadhafi, c'est un verrou qui a sauté. Ouais. Kadhafi, c'est un verrou qui a sauté. Kadhafi avait commencé déjà à mettre en place, parce qu'il a vu que l'Union africaine était très lente. Il a créé sa propre organisation régionale avec ses moyens, travaillé pour une armée régionale, avait doté l'Afrique de ses propres réseaux satellitaires, donc le contrôle de l'information et de la communication, avait mis en place Ifriqiya Airways, une compagnie aérienne qui concurrençait gravement Air France, qui dérangeait vraiment parce que ça coûtait pas cher, ça allait partout. Il commençait à jouer la carte vraiment de financer, par exemple en Afrique du Sud. Il a dérangé l'Angleterre. L'Angleterre qui a voulu faire tomber Mandela quand Mandela était au pouvoir. Tout l'or de la couronne anglaise a été bazardé pour inonder le marché de l'or et faire chuter le cours de l'or en Afrique du Sud, entre autres. Mandela avait besoin de l'argent pour créer une classe, une médium classe noire africaine. Ouais. Et cet argent-là est venu de Kadhafi. Il dérangeait. Et Kadhafi disait la vérité, il disait ce qu'il devait dire. Il fallait l'éliminer. Mais regardez comment est-ce que d'un groupe de pays peuvent se lever sans le Conseil de sécurité de l'ONU, aller dans un continent, se liguer, aller bombarder, tuer un président africain et retourner. Mais non, c'est injuste.
C'est injuste. Kadhafi avait les moyens et les devises, les réserves que Kadhafi avait en Occident, eux, ils le savaient parce que c'est des réserves. C'était des milliers de milliards de dollars qu'il avait entre leurs mains et ils savaient que cette personne avait les moyens de protéger l'Afrique. Ils l'ont éliminé. Injuste. Aucun président africain n'a osé dire stop. L'Union africaine existe. Non, c'est un continent. On ne peut pas venir. Je suis désolé, je suis dans un quartier, des personnes ne peuvent pas venir chez mon voisin, l'agresser et que moi je ferme ma porte. Non, je sors. D'autant plus qu'il avait aidé tous ces pays africains et il y en a pas, ils n'ont pas été très reconnaissants à sa mort, c'est vrai. Mais pire, notre président, Abdoulaye Wade, s'est permis d'aller jusqu'à Benghazi pour dire à Kadhafi pas. Et tout ça, il le faisait parce que son fils, Karim Wade, il voulait que son fils soit adoubé pour le remplacer. C'est-à-dire que, voilà, il voulait plaire à l'époque à Sarkozy. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, c'est après cela que Sarkozy a pris la main de son fils pour le présenter à Obama. Vous l'avez vu en France. Le fils de Wade, ça a fait un scandale. Wade est allé dire à Sarkozy pas. Et Sarkozy est le seul président au monde qui est venu à Dakar durant une fête nationale et qui a dit aux Sénégalais, faites d'Abdoulaye Wade votre président à vie. À l'époque, on lui a en voulu, les gens en parlaient, on les comment est-ce que Kadhafi veut venir nous dire ça. C'est le seul président qui est venu jusqu'à Dakar et dire aux Sénégalais, ce président-là, vous pouvez le garder à vie. Et c'est ça que Wade lui a voulu. Pour des intérêts personnels, ils n'ont rien compris. Être président en Afrique, c'est une chance de rentrer dans l'histoire, dans une grande porte. Diriger, quand un peuple vous fait confiance, il faut tout faire, prêt à être donné sa vie pour ce peuple. Même si on te tue, demain, quelqu'un d'autre va venir, ils ne peuvent pas tuer tout le monde. Ce n'est pas possible. Il faut dire non, niet. D'ailleurs, aucun pays africain. J'en profite pour poser une petite question justement par rapport à Sarkozy, puisqu'il était venu à Dakar, c'est le fameux discours de Dakar, un discours qui avait fait parler énormément, couler beaucoup d'encre, dans lequel il est particulièrement... Alors un discours, on sait aujourd'hui, qui a été écrit par Henri Guénaud, mais qui est extrêmement insultant à l'égard des Africains, où il parle d'Africains qui ne seraient pas entrés dans l'histoire, de peuples qui s'inventent dans la répétition de son environnement, sans s'inventer un destin, etc. Enfin, des choses absolument incroyables. Et je trouve que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi moi, j'ai toujours été étonné de voir cet auditoire qui acquiesce et qui aurait dû, je ne sais pas, ne serait-ce que se lever et partir en signe de protestation, quoi. C'est ce qu'il connaît de l'Afrique. Il ne peut pas dire plus que ce qu'il connaît. C'est dommage, mais je pense que la France institutionnelle est en retard dans son temps pour l'Afrique. Ils sont vraiment en retard. Et la France risque d'avoir un retour de bâton très dur pour l'Afrique. Les temps ont changé. Ce que nos pères ou nos grands-pères ont accepté, ce qu'aujourd'hui ceux qui dirigent acceptent, demain ne le sera pas. Il faut savoir s'adapter, il faut être flexible dans la vie. Il faut être opportuniste, entre guillemets, mais le respect ne se négocie pas. Même un enfant de 2 ou 3 ans, s'il joue avec un jouet, quand on vient le prendre contre son gré, il résiste. Un enfant de 3 ans, il résiste. Si papa, il pleure, mais s'il pouvait, il allait résister et faire quelque chose. Aujourd'hui, il y a une ignorance, plus ou moins volontaire ou organisée, qui fait qu'on veut faire croire à l'Afrique que c'est un poids, que c'est un fardeau pour la France. C'est ridicule. Je vous ai expliqué tantôt comment fonctionne le franc CFA. Bien sûr. Comment Areva est devenu le leader du nucléaire mondial. Comment Elf est devenu une grande puissance dans le pétrole en pompant gratuitement. Tout à fait. Et ils croient que ça va continuer. Non, ça ne va pas continuer. Est-ce qu'ils se sont préparés? Est-ce que la France et les Français se sont préparés
à ça que ça va s'arrêter. Ça s'arrêtera soit dans la violence, soit de manière douce, mais ça va s'arrêter. Parce qu'il y a une pauvreté qui est réelle aujourd'hui. Au Sénégal, par exemple, on attend de pied ferme l'État sur l'exploitation du pétrole qui va venir. On discute beaucoup et on attend parce que le président avait déjà mis son frère dans la multinationale qui allait exploiter ce pétrole. Et ça a éclaté ici, le frère a reculé sur ce pétrole. Ouais, donc, est-ce que les Sénégalais vont continuer à fermer les yeux ou les autres pays? Non, parce que ça change. Et puis le monde, aujourd'hui, en termes de puissance, change. On a vu qu'aujourd'hui, les États-Unis ont les mains liées. Ils ne se sont pas préparés à ce que Poutine a fait. Ils ne savent même pas quoi faire. Même s'ils disent qu'ils parachutent des armes. Pourquoi parachuter ces armes? Parachuter des armes là où des missiles ou des hélicoptères bombardent. Ça, ils ne savent même plus quoi faire. Et aujourd'hui, ils disent tout ouvertement, oui, nous avons formé, équipé des rebelles modérés. C'est quoi un rebelle modéré? On n'est pas modéré, même si on prend je sais pas, une arme, n'importe quelle arme, si on le fait contre un État légitime, on n'est pas modéré. On ne peut pas former dans un pays des gens. Et c'est ce qu'ils ont fait dans tout ce qui est printemps arabe, ça a été préparé. Ouais. Ça a été préparé de longue date. Insigner ces révolutions, qu'on a des révolutions. Un pays de 12 millions d'habitants, si 2000 personnes aujourd'hui sortaient et allaient sur les Champs-Élysées, 2000 personnes disant oui, on veut que... Mais 2000 personnes, c'est beaucoup. Mais qu'est-ce que 2000 personnes représentent sur l'écrasante majorité des Français? Et c'est ça, ces révolutions-là. Ouais. Sortir 5000, 10 000 personnes, qu'on manipule les autres qui sortent, est-ce que ces personnes-là représentent vraiment la majorité du pays? Et le changement va avoir lieu à cause de ces personnes-là. On instrumentalise. Non. Cette violence qui est en train d'être érigée en règle, cette arrogance, ce mensonge, aller dans des pays pour des intérêts bien précis, créer une guerre armée, assassiner les présidents et après laisser la guerre se répandre. Aujourd'hui, le Mali, tout le monde sait que c'est le Libye qui a enclenché le Mali. Boko Haram aussi, le Nigeria est devenu une superpuissance qui dérange et qui a dérangé la France depuis la guerre du Biafra. Ouais, la guerre du Biafra qui a été créée parce qu'à l'époque, De Gaulle avait peur de voir ces géants anglophones au sein des pays francophones, Cameroun, Tchad, Niger, Bénin, tout ça. Il y a un grand pays qui est là, il faut couper ça en deux. Il a financé le général Okujo qui a fini par perdre la guerre du Biafra et qui a fui pour se cacher en Côte d'Ivoire où il a fini par mourir. Bien sûr, oui. Ouais. Aujourd'hui, la première puissance africaine, l'homme le plus riche africain est un Africain, est un Noir, est un Nigérian. Ce n'est pas un Sud-Africain. Parce que l'Afrique du Sud, l'économie, c'est de façade. Les Noirs n'ont pas le pouvoir, ils ont le pouvoir politique, entre guillemets, mais le vrai pouvoir économique est toujours entre les mains de cette minorité. Bien sûr. Donc le Nigeria, aujourd'hui, Dangote, Aliko, pour le nommer, s'est enrichi en Naira. Il s'est enrichi au Nigeria. Il ne s'est pas enrichi avec de l'euro, des devises, non, au Nigeria. Et ça dérange, parce qu'on nous dit que c'est possible. Aujourd'hui, la multinationale du ciment Lafarge est concurrencée par Aliko Dangote au Sénégal. Dangote a construit une cimenterie moderne qui est venue concurrencer les Français, qui ont d'ailleurs instrumentalisé, qui ont failli faire capoter le projet en créant des problèmes entre des propriétaires terriens, guides religieux et Aliko Dangote. Mais finalement, la justice a tranché et Aliko Dangote a ouvert sa cimenterie qui exploite du ciment d'excellente qualité d'ailleurs et aujourd'hui qui cause des pertes énormes à Lafarge, qui je pense va fermer sous peu. Donc c'est possible qu'un Africain puisse s'enrichir et continuer à s'enrichir. Non, on ne peut pas tuer tout le monde. Il faut s'adapter. Les règles du jeu changent. On ne peut plus laisser les choses telles qu'elles sont. Rester dans la pauvreté lorsque le pays est riche. Car ce sont les Africains qui sont pauvres, mais l'Afrique est riche. L'Afrique n'a jamais été pauvre.
Alors j'ai une dernière question, parce que là on arrive à la fin de l'émission. On me dit, pensez-vous un jour vous investir politiquement pour le bien du Sénégal et du continent africain? Alors, moi, je pense que d'un point de vue politique, on n'a même pas le choix de dire oui ou non. On est déjà dedans. Parce que lorsqu'on tient le discours que je tiens et on s'intéresse au bien-être que ce soit de l'Afrique, hein, ou de l'Afrique en général, on est dans la politique, on est dedans. C'est-à-dire que cette politique-là, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. Donc, comment ça va pour l'instant? Je n'appartiens à aucun parti politique. Je n'ai jamais eu une carte de membre d'un parti politique au Sénégal, même si j'ai des connaissances avec qui j'échange et que je soutiens parfois par rapport à des projets bien précis. J'appartiens à aucun parti politique. Mais pour répondre à la question, oui, pourquoi pas? Si le destin m'y amène de manière concrète, pourquoi pas? D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup Monsieur Diop hein, pour d'être venu sur Meta TV ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et bah, en tout cas, merci beaucoup. Une interview en tout cas fabuleuse. On a appris beaucoup de choses et on vous souhaite évidemment bonne chance pour tous vos projets et pour l'avenir. Voilà. Ben, merci aussi. Merci à Meta TV et à tout le monde. Eh ben, merci beaucoup. Voilà. Okay. Donc, voilà, hein, donc cette entrevue hein, avec Jacques Diop qu'on remerciera encore parce qu'on a appris tellement de choses sur le sida, sur l'Afrique, sur finalement cette nouvelle mentalité qui est en train d'émerger sur le continent noir avec, on voit bien une société civile en pleine mutation, en pleine effervescence qui n'est plus prête à accepter hein, les règles qui ont été fixées depuis l'époque coloniale et qui ont guère changé en fait depuis les indépendances de façade. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une véritable rébellion, un véritable réveil et ça nous laisse justement, j'ai envie de dire, pour finir sur une note positive, très encourageant pour cet avenir, hein, très encourageant pour l'avenir du continent, puisqu'on voit bien qu'il y a une volonté hein, partout, donc au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, au Cameroun, au Gabon, au Mali, hein, où des voix s'élèvent désormais pour que l'Afrique puisse reconquérir sa souveraineté et enfin passer à la véritable du développement, on va dire à la phase du développement, hein, et que ce développement qu'on a souvent présenté hein, comme une espèce de malédiction endémique à laquelle on ne pouvait pas sortir, hein, l'Afrique étant à la traîne dans le commerce mondial, la traîne économique, à la traîne dans tout un tas de domaines, tout ça va changer sous la véritable impulsion politique, car c'est ça la véritable clé du continent pour pouvoir passer à la prochaine étape. En tout cas, on est heureux d'avoir accueilli Monsieur Diop ce soir et on accueillera encore certainement d'autres encore opposants africains cette année. Il y aura des surprises. En tout cas, bah, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie. Ça n'a pas été facile quand c'est Skype. Hein. On a été, hein, c'est assez laborieux. Voilà, on a des grosses gouttes de sueur. En tout cas, merci à ceux qui sont restés. Merci aux modérateurs qui sont venus. Ah bah là, ils sont venus en masse. Hein. Tout à l'heure, ils n'étaient pas très nombreux. Maintenant, en fin d'émission, ils sont plus nombreux. Hein. Je pense que vous avez été aussi étonnés par la qualité de notre intervenant, hein, puisque certains ne savaient pas vraiment finalement de quoi on allait parler, et je pense que c'était, pour moi, une excellente émission, donc merci à tous les métanautes, voilà, je vois qu'il y en a plein de connectés, et puis de toute façon, vous savez très bien, on va se rejoindre lundi, parce que si vous écoutez ce message avec nous, que vous soyez en France, en Afrique ou partout dans le monde, c'est que vous êtes la résistance. Ciao!